Bienvenue dans l'actualité environnementale de la rétrospective, les titres au sommaire de cette édition. Le conseil municipal de la commune Golfe 5 a organisé lundi dernier une journée de réflexion avec les citoyens. Ces derniers sont appelés à plus de responsabilités dans la protection de l'environnement. Plus d'une quinzaine d'élus municipaux de la région centrale du Togo étaient dans la commune des Lacs 1 la semaine dernière. Des discussions et de partage d'expériences sur la création des forêts communales ont été effectuées avec le maire de la dite commune. Enfin, le Togo renforce son engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Le pays est officiellement devenu le 48e État membre de l'Institut mondial de la croissance verte. Une journée de réflexion sur l'assainissement et la protection de l'environnement est tenue lundi dernier par le conseil municipal de la commune Golfe 5. Il était question de conscientiser les citoyens vis-à-vis de leurs responsabilités en matière de protection de l'environnement pour un développement inclusif et participatif. Reportage Irène Papadina avec les images de Emeka Gadji. Débutée avec une prière et l'hymne national, la journée de réflexion a été marquée par le discours de bienvenue du maire de la commune Golfe 5 Aboka Kossi Agbenigan, initiateur de ce projet. Il a tenu à relever l'état insalubre dans lequel se trouve la ville de Lomé, plus précisément la commune du Golfe 5. La question de l'assainissement et de la protection de l'environnement ne dépend pas seulement du gouvernement. Les citoyens doivent en prendre conscience afin d'obtenir une ville plus saine et verte. Les problèmes de l'environnement et de l'assainissement sont des problèmes auxquels font face les villes africaines. Et notre pays, le Togo, connaît aussi ce problème. Le gouvernement togolais, grâce au chef de l'État, fait beaucoup d'efforts pour assainir notre capitale. Mais il se fait que nos comportements ne sont pas au rendez-vous. Ce matin, nous avons ensemble avec les acteurs de développement de la commune, les chefs traditionnels, les femmes des marchés, la jeunesse, les syndicats, les acteurs de tous bords, nous nous sommes retrouvés à une réunion que nous intitulons « Journée de réflexion sur l'assainissement et l'environnement ». Au cours de la réunion, nous avions échangé et on a vu que nous avons encore du travail à faire dans la capitale, sinon chez nous dans la commune Golfe 5. Nous nous sommes retrouvés pour échanger sur pouvoir les stratégies appropriées à adopter pour assainir la commune Golfe 5. Donc, c'est une rencontre d'avertissement parce que nous allons bientôt commencer les actions. Ce ne sont pas des menaces, mais il est question de rappeler les gens au civisme. Une projection comparative de la ville de Lomé a été faite par rapport aux villes de Cotonou et d'Accra. Les membres de la délégation communale qui ont fait le déplacement pour visiter ces deux villes sont intervenus pour témoigner de la pollution qu'on observe dans nos rues et comment œuvrer pour avoir une ville plus propre et verte. Le chef canton d'Aflao Gatli, Togbi Didjole de Toudis, présent également à cette journée de réflexion, a salué cette belle initiative tout en rappelant la population à œuvrer ensemble pour protéger l'environnement. Je voudrais d'abord saluer cette initiative prise par le conseil municipal de la commune du Golfe 5 pour avoir pensé à impliquer toute la population de la commune à cette journée de réflexion. C'est à la fois une journée de réflexion, mais une opportunité d'éveil de conscience. Nous avons écouté tous les commentaires et surtout comment nous devons nous mobiliser
pour que la ville de Lomé, et plus particulièrement la commune du Golfe 5, puisque c'est de ça qu'il s'agit, soit une commune très propre. Je crois que c'est une invite qui est lancée à tous les citoyennes et à tous les citoyens pour que nous puissions nous mobiliser pour l'assainissement et la protection de l'environnement. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous qui sommes les habitants de cette cité, nous ne devons pas laisser la ville de Lomé comme une poubelle, un dépotoir. C'est un appel à toutes les entités qui constituent la population de la ville du Golfe 5 pour que nous puissions nous retrouver pour réorganiser ce que nous pouvons appeler l'opération Ville propre. Une séance de partage d'idées et de visions a été ouverte dans le but d'échanger avec les parties présentes sur la gestion de nos rues et la protection de la commune. Le représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Kofi Aoufo Dimizou, a félicité le maire de la commune Golfe 5 sur cette belle initiative en faveur de l'assainissement de la ville de Lomé. La population doit prendre conscience de sa part de responsabilité dans le développement de notre pays. Le Togo est désormais membre officiel de l'Institut mondial de la croissance verte, le Global Green Growth Institute, une organisation internationale dédiée aux professionnels de l'environnement avec pour mission de promouvoir la croissance verte et de dynamiser les rencontres et les échanges entre les acteurs marocains, africains et internationaux d'un marché en pleine expansion. Cette coopération vise à renforcer l'engagement du Togo dans la lutte contre les changements climatiques. Alexandra Adekambi. L'adhésion du Togo au Global Green Growth Institute marque une étape significative dans les efforts du Togo à lutter contre les changements climatiques, faisant ainsi du pays le 48e État membre de cette organisation internationale. Le Global Green Growth Institute et le Togo travailleront ensemble pour un monde résilient à faible émission de carbone, favorisant une croissance forte, inclusive et durable pour tous. Désormais, le Togo a pour objectif d'intensifier ses efforts par le Global Green Growth Institute, démontrant ainsi son engagement envers la lutte contre les changements climatiques. Le Programme mondial Action climatique et développement inclusif CAID du Global Green Growth Institute joue un rôle crucial en soutenant les membres et les partenaires dans l'élaboration de politiques environnementales favorables à la transition vers une croissance verte et à l'action climatique. L'unité CAID abrite une expertise technique transversale pour appuyer les programmes des pays membres et partenaires liés aux priorités opérationnelles mondiales du Global Green Growth Institute. Le Global Green Growth Institute est une organisation internationale intergouvernementale dédiée à la promotion d'une croissance économique robuste, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes. Elle s'engage à accélérer les programmes nationaux du Global Green Growth Institute en matière d'éradication de la pauvreté et d'égalité des sexes grâce à des opérations organisationnelles. Dans le cadre de la promotion des forêts communales au Togo, une rencontre d'échange et de partage d'expériences a eu lieu samedi dernier à Aniho entre le maire de la commune des Lacs 1 et ceux de la région centrale en présence du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katare Foli Bazi. L'objectif était de discuter de la création des forêts communales en s'inspirant de la forêt urbaine de la commune des Lacs 1. Reportage signé Vivas Amona et Meka Gache. Un bon exemple est toujours bien à suivre. Ainsi, le modèle que représente la commune des Lacs 1 en matière de protection de l'environnement et particulièrement de reboisement a attiré la curiosité des élus locaux de la région centrale du Togo. Ils sont au total 15 maires, issus des préfectures de Tchaoudjo, Sotoubois et Blita, à visiter 3 sites dans la ville d'Aného, à plus de 40 km à l'est de Lomé, la capitale togolaise. Cette visite revêt une importance capitale pour le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières qui était en tête de la délégation.
Nous avons pensé que les élus locaux pourront jouer un rôle fondamental. Et l'exemple a été donné par le maire de Lac 1, qui déjà en 2020 a mis en place une forêt communale. Aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes dans cette forêt communale. Nous avons donc entretenu tous les élus locaux, surtout les maires des régions, pour qu'ils viennent voir comment les lacs sont parvenus à mettre en place une forêt communale. Nous nous sommes retrouvés d'abord dans la région centrale, où mes techniciens ont fait des présentations théoriques. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase pratique. Dans la vie, on n'apprend que par l'exemple. Il a eu à leur dire que cela est tout simplement la base d'une telle réussite, c'est surtout la bonne volonté. Il suffit d'avoir une bonne volonté et avoir des personnes qui ont une bonne volonté pour vous accompagner et le reste suivra. Donc nous sommes tous heureux de nous retrouver dans cette forêt communale et nous pensons qu'avec l'exemple qu'on a eu, quand les autres maires vont retourner chez eux, eux-mêmes ils vont déterminer les surfaces et que dans 2, 3, 4 ans, on sera dans ces communes-là pour voir s'ils ont pu tirer leçon de ce que nous avons constaté dans les lacs. D'abord, la délégation des maires s'est rendue dans la localité d'Adjegan sur un espace aménagé de 2 hectares qui abritera le jardin botanique de la ville d'Aniho. Une séance de présentation du site a été faite par le jardinier en charge du site, suivie d'une courte visite. Ensuite, c'est l'espace vert aménagé du centre de lecture de la ville qui a accueilli les visiteurs du jour, suivi d'un court passage dans la salle de lecture pour découvrir le cadre agréable de ce lieu. Enfin, la dernière étape de cette tournée fut la visite de la forêt urbaine d'Aniho, un joyau naturel et agréable qui s'est installé en lieu et place d'un ancien dépotoir. Cette forêt urbaine de moins de 2 hectares, qui compte une multitude d'essences d'arbres, a émerveillé les élus en visite. Ceux-ci félicitent le bel exemple de leur homologue des lacs 1, Maître Alexis Akere-Bourou, et entendent refaire de même dans leur commune à leur retour. Vous me permettez d'abord de remercier le ministre de l'Environnement pour nous avoir invités à venir s'inspirer de ce qui s'est fait ou ce qui a été fait dans le lac 1. Je félicite mon collègue de lac 1 qui a pu faire ça. S'il n'avait pas fait, on ne serait pas ici. Mais nous nous promettons d'abord pour nous-mêmes et ensuite suivre les consignes du gouvernement qui d'ici, par ces forêts, nous pouvons aussi atteindre l'objectif que le chef de l'État a donné pour notre pays. Planter d'ici 2030 1 milliard d'arbres. C'est une grande découverte qu'on vient d'avoir ce matin ici dans la commune de Lac 1. Et on a constaté que la commune de Lac 1 est vraiment en avance dans le domaine du reboisement. Aujourd'hui, il y a certains plans que nous avons connus que je ne connaissais pas. Et c'est grâce aux efforts du maire de la commune de Lac 1 qui s'est battu pour vraiment nous donner un espace agréable. Et nous tous, nous sommes très émus et nous allons copier pour que nous puissions répercuter cela dans nos communes. Un moment d'échange et de conseil s'est ensuivi et les maires de la région centrale du Togo repartent avec une expérience qui leur permettra de renforcer leurs actions dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement togolais en termes de reforestation du pays. Une feuille de route qui vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 sur toute l'étendue du territoire national. Au Bénin, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer intensifient la vulnérabilité des régions côtières. Les investissements de l'État pour freiner ce fléau sont engloutis par l'océan. Les habitants voient leurs biens disparaître jour après jour. Léon Sabo. Malgré les millions de dollars dépensés par l'État béninois pour protéger les communautés côtières de l'érosion marine, le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer ont exacerbé la vulnérabilité de la région côtière. L'un des pêcheurs, Raymond Mekpe, se souvient de son enfance, désignant ainsi la maison de ses grands-parents engloutis par la mer. Selon lui, le manque de surveillance et d'entretien en sont pour beaucoup.
Le gouvernement a construit 13 structures le long des plages de Cotonou pour tenter de ralentir l'érosion. Le directeur général de l'environnement et du climat, Estile Outiklisou, déclare qu'il traite le problème segment par segment selon le plan d'investissement et d'attaque élaboré par l'État. Selon lui, les 160 millions de dollars injectés par le gouvernement ont contribué à ralentir la progression de l'océan. L'océanographe Kossi Georges Degbe affirme néanmoins que placer des structures de protection de la côte à un endroit donné ne fait qu'avancer le phénomène. Il précise également qu'outre la montée des eaux due au changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient avec des vagues très hautes qui se déferlent sur les côtes. Il faut souligner que l'érosion côtière affecte l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays du monde. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui seront abordés lors de la conférence sur le changement climatique COP28 à Dubaï en décembre. En vue de réduire le transfert des espèces aquatiques et envahissantes et protéger la biodiversité, le Nigeria adopte les directives de l'Organisation maritime internationale OMI sur le contrôle de la gestion des salissures biologiques des navires. Ces espèces mettent en danger la biodiversité et l'écosystème marin dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, Alexandra Adekambi. Au Nigeria, les activités maritimes ont des incidences négatives sur la vie marine. L'une de ces incidences est l'encrassement biologique qui consiste en l'accumulation d'organismes aquatiques sur les surfaces ou coques des navires accostant au port. C'est dans ce contexte que le Nigeria a récemment adopté les directives de l'Organisation maritime internationale OMI pour réduire au maximum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes par le biais de l'encrassement biologique. En effet, ces espèces aquatiques qui s'accrochent sur les coques des navires peuvent survivre au voyage pour ensuite se reproduire dans un autre milieu. Elles deviennent alors envahissantes en se développant plus vite que les espèces indigènes et dans des proportions nuisibles. S'il est vrai que l'exploitation efficace et en toute sécurité des transports maritimes modernes est inconcevable sans eau de ballast, les innombrables espèces aquatiques envahissantes présentes dans ces eaux peuvent constituer une grave menace sur le plan environnemental, économique et sanitaire. Sur le plan environnemental, la croissance rapide de ces espèces aquatiques envahissantes influencerait l'évolution de la faune et de la flore. Une bonne gestion de l'encrassement biologique pourrait contribuer à protéger la biodiversité marine en empêchant le transfert d'espèces aquatiques envahissantes. Le comportement hydrodynamique des navires pourrait aussi améliorer car ces salissures sur les coques ajoutent considérablement à la résistance du navire avec de graves conséquences tant sur les dépenses de combustible que sur les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. La troisième session du Comité international de négociation sur la pollution plastique s'est ouverte lundi dernier au Kenya. Au total, 175 pays se sont réunis pour négocier pour la première fois des mesures concrètes qui doivent être incluses dans ce traité mondial contraignant pour mettre fin aux déchets plastiques. Reportage. Les négociations pour discuter des mesures concrètes pour lutter contre la pollution plastique ont débuté lundi dernier au Kenya. Les représentants de 175 pays se sont mis d'accord l'année dernière pour finaliser d'ici 2024 un premier traité national mondial pour lutter contre le fléau des plastiques. Plusieurs pays et des ONG de défense de l'environnement ont plaidé en faveur de l'interdiction des produits plastiques à usage unique et de règles plus strictes entre mesures dites à ambition élevée. Les industriels et les principaux producteurs militent de leur côté pour le recyclage et une meilleure gestion des déchets. L'enjeu de ces négociations est de taille car le plastique issu de la pétrochimie est partout. Des déchets de toute taille se trouvent déjà au fond des océans et au sommet des montagnes. Des microplastiques ont été détectés dans le sang ou dans le lait maternel. La nature étouffe. Tous les écosystèmes sont menacés par la pollution plastique, a pointé du doigt Jyoti Mathur Philippe, la secrétaire exécutive de la Comité international des négociations, avant d'affirmer que nous détectons entre nos mains le pouvoir de corriger cette trajectoire.
Les négociations se sont déjà réunies à 2 reprises, mais le rendez-vous de Nairobi, siège du programme des Nations Unies pour l'environnement, et constitue la première occasion de débattre d'un projet de traité publié en septembre dernier qui désigne de nombreuses voies permettant de résoudre le problème du plastique. La pollution plastique est une menace existentielle pour la vie, l'humanité, et pour y faire face, l'humanité doit changer, a souligné le président kenyan William Ruto. Je déclare ouverte la 3e session du Comité national de négociation sur la pollution plastique, a déclaré en ouverture le président du Comité international des négociations de l'ONU Environnement, Gustavo Menza Quadra Valesquez, avant de donner un coup de marteau marquant le début des négociations dans la capitale kenyane Nairobi qui prendront fin dimanche. La République du Congo va promouvoir l'économie circulaire sur ordre du président Félix Tshisekedi. L'idée était de recycler en masse les 8000 tonnes de déchets plastiques produites quotidiennement à Kinshasa et dans d'autres villes. Le point avec Alexandra Adekambi. L'attractivité des villes de la République démocratique du Congo sera renforcée. C'est la volonté du président Félix Tshisekedi, dont le premier mandat s'achève en décembre 2023. À l'occasion du Conseil des ministres qu'il a dirigé en octobre dernier, le candidat à sa réélection a instruit au gouvernement de mettre en œuvre une politique de promotion de l'économie circulaire en milieu urbain, à commencer par Kinshasa. Les 24 communes de la capitale de la République démocratique du Congo subissent le spectacle dégradant et inadmissible des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Une situation d'insalubrité notoire qui constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Cette mission a été confiée directement au ministre de l'Industrie de ce pays d'Afrique centrale. Il s'agira dans un premier temps de faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage des déchets plastiques pour développer un modèle qui pourra être dupliqué dans d'autres villes du territoire. Les recommandations de Félix Tshisekedi s'inscrivent en la droite ligne des 6e et 12e objectifs de développement durable, respectivement axés sur l'assainissement et les modes de production et la consommation responsable. Ils devraient également déboucher sur la création d'emplois locaux pour les jeunes au chômage à travers la promotion des activités liées à la collecte et au traitement des déchets. Les membres de la Commission des forêts de l'Afrique centrale COMIAC aspirent au maintien et à la croissance du niveau d'absorption du carbone par leurs forêts. Pour ce faire, ces pays ont opté pour la création des aires protégées. Le nombre actuel est estimé à 200 000 sur 800 000 km². Irène Kwapadine. À ce jour, l'Afrique centrale possède environ 25 millions d'hectares de forêts aménagées, dont 5,8 millions certifiés, suivant les standards de gestion responsables. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a réitéré son appel aux pays développés à honorer leur engagement à financer les projets d'adaptation au changement climatique. Le COMIAC est engagé à œuvrer de manière concertée pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale à travers la déclaration de Yaoundé. Un plan de convergence a été élaboré sur les stratégies d'harmonisation et de coordination et de suivi de la mise en œuvre des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. La mise en œuvre de ce plan de convergence a permis au bassin du Congo de devenir aujourd'hui le premier poumon vert de notre planète, avec un bilan net de carbone d'environ 610 millions de tonnes par an. Les dirigeants des pays membres du COMIAC souhaitent une meilleure mise en compte des enjeux liés à la conservation, au prix équitable pour les crédits carbone, à la gestion durable des ressources naturelles du bassin du Congo. Dans l'actualité internationale, à présent, c'est une bonne nouvelle pour la Chine. Ce pays qui fait partie des plus grands pollueurs mondiaux verra ses émissions de CO2 diminuer en 2024 grâce aux énergies renouvelables. La Chine compte ainsi parvenir à la neutralité carbone 2060. Vivas Aman. Un espoir naît pour la planète. La Chine, qui est la plus grande émettrice de gaz à effet de serre du monde aujourd'hui,
pourrait voir ses émissions de CO2 diminuer à partir de 2024. Cette décroissance sera possible grâce à l'augmentation record de la capacité en énergie renouvelable du pays. Selon une nouvelle étude, l'empire du milieu est désormais suffisant pour couvrir la demande croissante du pays. La Chine compte parvenir ainsi à la neutralité carbone en 2060. Si l'Agence internationale de l'énergie estime que le pays devrait compter pour 45% des émissions issues des combustibles fossiles entre 2023 et 2050, la Chine s'est également dotée de capacités d'énergie renouvelable à une vitesse vertigineuse. Selon une analyse du site britannique sur le climat Carbon Brief, les nouvelles installations solaires en 2023 représentent à elles seules 2 fois la capacité totale aux États-Unis. Le rapport du Centre de recherche sur l'énergie et la propriété de l'air indique que les nouvelles capacités solaires, éoliennes, hydroélectriques et nucléaires supplémentaires, rien qu'en 2023, généreront environ 423 TWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique totale en France. Le rythme du développement des énergies à faible émission de carbone est désormais suffisant non seulement pour fournir, mais aussi pour dépasser l'augmentation annuelle de la demande d'électricité totale de la Chine. Le plus grand pollueur du monde continue cependant dans le même temps à développer sa capacité de production d'électricité à partir du charbon et le rapport prévient que cela pourrait déboucher sur une confrontation entre les groupes d'intérêts divergents. Néanmoins, la croissance des énergies renouvelables menace les intérêts de l'industrie du charbon et des gouvernements locaux fortement dépendants du secteur du charbon. Selon Carbon Brief, on peut s'attendre à ce que ces acteurs résistent à la transition écologique. L'Indonésie a inauguré la semaine dernière un immense parc solaire d'un coût de plus de 100 millions de dollars. C'est la plus grande ferme solaire flottante de l'Asie du Sud-Est. Cette initiative est importante dans les efforts de l'archipel pour augmenter sa capacité de l'énergie renouvelable. Les images. D'une capacité de 192 MW crête, le parc flottant de Sirata est construit sur un lac artificiel de 200 hectares dans l'ouest de la grande île de Java, à environ 130 km de Jakarta, la capitale indonésienne. Il est le plus grand parc de l'Indonésie, entouré de rizières en pleine nature. Le parc solaire de Sirata comprend 340 000 panneaux solaires et doit couvrir le besoin en électricité de 50 000 foyers. Le projet de construction de ce parc est le fruit de la collaboration entre la Société nationale d'électricité d'Indonésie et la société d'énergie renouvelable Masdar basée à Abu Dhabi. Il a nécessité 3 ans de travail pour un investissement de 100 millions d'euros. Nous sommes parvenus à construire le plus grand parc solaire flottant d'Asie du Sud-Est et le 3e au monde, a déclaré le président indonésien Joko Widodo lors de l'inauguration. L'objectif de Jakarta est de baisser ses émissions de carbone pour réduire un niveau maximum de 250 millions de tonnes d'ici 2030. Confrontée à des problèmes de pollution atmosphérique, l'Indonésie s'était engagée à ne pas construire de nouvelles centrales au charbon à partir de 2023 contre un objectif précédent de 290 millions de tonnes. Mais malgré les protestations des militants écologistes, le pays continue de construire les centrales déjà prévues. Les énergies solaires et éoliennes représentent actuellement chacune moins de 1% du mix énergétique d'un pays qui vise la neutralité carbone en 2050 pour son secteur d'électricité, encore fortement dépendant du charbon, afin de sécuriser un financement à hauteur de 20 milliards de dollars. Le gouvernement brésilien a annoncé la semaine dernière une baisse de 22,3% en un an de la déforestation en Amazonie. Celle-ci est retombée à son niveau le plus bas en 5 ans. C'est le meilleur constat fait depuis 2025 selon l'Institut national de recherche spatiale de ce pays. Suivant. Le Brésil est sur la bonne voie pour atteindre son objectif en matière du changement climatique. La semaine dernière, le gouvernement brésilien a annoncé une baisse de 22,3% en un an de la déforestation en Amazonie, un meilleur résultat en 4 ans. Selon le système de surveillance de la déforestation PROD de l'Institut national de recherche spatiale, 9001 km² de forêts primitives ont été détruits entre août 2022 et juillet 2023, soit une baisse de 22,3% par rapport à la période août 2021-juillet 2022. Des résultats accueillis favorablement par la coalition de groupes de défense de l'environnement et qui mènent le Brésil vers l'atteinte de ses objectifs climatiques.
C'est le meilleur constat observé par l'Institut national de recherche spatiale depuis 2019, point de départ d'une flambée de l'exploitation forestière dans la forêt amazonienne qui atteint un pic de 13 038 km² détruits entre août 2020 et juillet 2021. Du jamais vu en 15 ans, a souligné l'Institut national de recherche spatiale. Selon le gouvernement brésilien, la réduction du reboisement entre août 2022 et juillet 2023 a permis d'éviter l'émission de 133 millions de tonnes de CO2, soit 7,5% au total émis par le pays. Le président Luiz Inácio Lula da Silva s'est engagé à réduire à zéro la déforestation au Brésil d'ici 2030 en inversant les politiques environnementales de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, sceptique à l'égard du changement climatique. Lors d'une conférence de presse pour présenter les résultats, la ministre de l'Environnement, Marina Silva, a déclaré que l'Amazonie avait été la cible d'une profusion de crimes ces dernières années après un démantèlement complet de la structure gouvernance environnementale. Mariana Napolitano, directrice exécutive du Fonds mondial pour la santé, se félicite de cette réduction significative, mais a mis en garde le niveau très élevé de la dégradation en Amazonie, qui s'étend sur 59% du territoire brésilien. Nous assistons à un scénario d'incendie extrême dans une forêt tropicale qui normalement ne brûle pas spontanément, a-t-elle dit à l'AFP. Selon le Fonds mondial pour la nature, l'Amazonie a enregistré son pire mois d'octobre depuis 15 ans avec 22 000 départs de feu, soit une augmentation de 59% par rapport au même mois de l'année dernière. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit sur International.